Donc on va commencer. Je m'excuse tout d'abord pour les problèmes de voix que je rencontre. Donc je parlerai doucement, mais je pense qu'on pourra quand même fonctionner un petit bout de temps ensemble. Alors, avant de commencer, bien entendu, je remercie Solange de m'avoir conviée à participer à cet atelier. Et pour ma part, je vais fonctionner sur un mode un tout petit peu différent, ce qui est intéressant puisque on va réellement pouvoir compléter les approches qui auront lieu cet après-midi. Alors, j'ai simplement présenté le plan et 2-3 diapos qui vont me servir de support. Alors, fonctionner en 2 temps, simplement dire que dans une première partie, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler à partir de la question des problématiques addictives, plus spécifiquement dans le cadre des problèmes d'alcoolisme, ce qu'il en est d'une question qui est récurrente dans ces problématiques, à partir d'une approche qui est une approche clinique, parce que c'est vrai que pour moi, essayer de procéder à une quelconque théorisation, ça part au départ de cette expérience clinique-là, et dans l'après-coup de cette expérience, c'est de voir comment la théorie psychanalytique peut permettre de proposer des éléments conceptuels qui sont récurrents, quels que soient les cas cliniques. Donc, je poserai rapidement le problème de l'isolement et de la solitude pour en dire 2 mots. Je présenterai j'ai marqué 2 anecdotes cliniques parce que vraiment, elles sont très brèves, ces anecdotes cliniques-là. Une première que j'ai empruntée à Serge Leclerc, que Leclerc a utilisée dans une perspective qui est radicalement différente de celle que je vais utiliser, mais qui reste quand même un petit peu cocasse et en tout cas très pertinente et récurrente dans la problématique alcoolique. Et une autre anecdote clinique, assez brève aussi, issue, elle, de ma pratique clinique. Je terminerai à chaque fois en vous disant ce qui me paraît important au niveau de la clinique des addictions et de l'alcoolisme en ce qui concerne ces deux cas. Et on conclura dans cette approche théorique psychanalytique sur les concepts forts, quelques concepts forts en lien avec les problématiques addictives et à la problématique alcoolique. Ça, ce sera un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, parce que je suis peut-être disciplinée, comment montrer l'efficacité d'une intervention non médicamenteuse. Alors, moi, j'essaierai de vous expliquer dans ce deuxième temps en quoi cet apport théorique psychanalytique me paraît avoir réellement une importance forte et comment, en tant que psychologue clinicien et psychopathologue, ce référentiel peut permettre de construire un protocole de recherche, et je donnerai l'exemple du protocole de recherche MILT, d'un protocole de recherche qui a été financé par la MILT. Donc il ne s'agit pas pour moi d'exposer une quelconque évaluation et validation d'un dispositif théorique. Je trouve que c'est pas le lieu, ça m'intéresse pas, mais c'est simplement de dire voilà ce qu'amène la perspective théorique psychanalytique, et je pense que cette perspective-là, elle doit prendre rang dans les dispositifs de santé actuels. Donc, le protocole de recherche que je présenterai, ce sera en quoi cette théorisation-là, utilisée par la clinique hépato, peut avoir, il me semble, un réel intérêt. Donc, on fonctionnera comme ça. Donc, je n'ai pas vécu l'évaluation, moi, comme étant une quelconque contrainte, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à défendre, des choses importantes pour les sujets qu'on accueille en ce qui concerne donc cette approche. Alors, on commence. Je m'excuse parce qu'en plus, je suis assez bavarde. Donc, le fait que je sois muette, c'est peut-être pas une si mauvaise chose pour vous. Alors 2 mots. 2 mots sur pourquoi silence, pourquoi isolement. Alors, rapide. Hein. Alors, c'est vrai que la question de l'isolement dans la problématique alcoolique, c'est vraiment une question récurrente. Alors, isolement, il faut bien comprendre que l'isolement, ça n'a strictement rien à voir avec une situation concrète. C'est vraiment pas de cela dont il s'agit. On peut avoir des sujets alcooliques qui vivent en couple, qui sont extrêmement entourés,
Et pour autant, l'isolement, il est bel et bien présent. C'est-à-dire que cet isolement, il faut l'entendre comme un repli, on va dire, narcissique du sujet sur lui-même et une inconsistance de la présence de l'autre à ses côtés. Tourne en rond, hein, premièrement. Deuxièmement, alors juste peut-être dire aussi que cet isolement, l'entourage le ressent beaucoup parce que il se sent véritablement mis sur la touche et qu'il ne peut en aucune manière rivaliser avec le produit, hein, premièrement. Deuxièmement, sur le silence. Alors là, dans la problématique alcoolique, la question du silence, elle est tout aussi importante. Importante pourquoi ? Parce que, quelle que soit la situation dans laquelle va se trouver l'alcoolique, qu'il soit ivre, qu'il soit sobre, qu'il soit logoréique, que ce discours fasse appel au factuel, il n'empêche que le sujet de la parole, de l'énonciation en tant que tel, lui, il est bel et bien absent dans son discours. Donc du coup, le silence, il est bel et bien là. Donc c'est une réelle difficulté, c'est une réelle problématique auquel on va être confronté dans le champ de la pratique clinique. Pour illustrer cette question de l'isolement et du silence, donc ces deux brèves anecdotes. La première anecdote, bon, je l'ai prise à Leclerc, mais on aurait pu la prendre dans n'importe quelle autre histoire. Alors, ça m'embête parce que l'anecdote de Leclerc, elle fonctionne à rebondissement. Et je ne dirais que le premier temps de cette anecdote-là, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors, Leclerc raconte une situation qu'on retrouve fréquemment dans l'alcoolisme. Il s'agit, on va dire, d'une folle nuit d'ivresse qui va être vécue par deux comparses. Il y a tout d'abord, il dit, un visiteur d'origine américaine qui va rencontrer un ami parisien, et cet ami parisien va faire découvrir à son comparse la vie parisienne et les folles nuits de la vie parisienne. Donc, tous deux vont connaître un état d'imprégnation alcoolique assez conséquent, on pourrait dire aigu, au point où, après avoir fréquenté de multiples cabarets, de multiples bars, ils vont se trouver à déambuler dans les rues parisiennes, et au décours de cette déambulation, ils rencontrent, raconte Leclerc, deux hirondelles, c'est-à-dire ce sont des agents de la force de l'ordre qui circulaient dans les rues de Paris à vélo, hein, les hirondelles, parce qu'elles avaient une grande cape noire. Et les deux acolytes, on va dire remplis de certitude, dans un état de gaieté avancée, quand ils voient ces hirondelles-là, tout à coup, ils les interpellent, mais ils les interpellent non pas avec des mots, mais tout simplement par des cris d'oiseaux, c'est-à-dire qu'ils imitent le bruit de l'hirondelle. Et ça les met dans un état de gaieté et de transe qui va, certes, un petit peu irriter les forces de l'ordre, au point où, compatissant quand même, mais de manière assez forte, les deux agents de police vont ramener les deux comparses ivres dans leur chambre d'hôtel. Et chose intéressante pour nous, c'est que le lendemain matin, les deux comparses sont vraiment surpris de se retrouver là. Ils ne se rappellent absolument pas des événements qui ont pu se passer, aucune trace, mais une énigme. Une énigme, celle de ces contusions sur le corps, et une autre énigme, le fait de se retrouver dans leur hôtel. Donc, là, il y a des choses intéressantes quand même qu'on peut retenir par rapport à l'ivresse. La première chose qui est intéressante, c'est que vous voyez dans cette expérience d'une jouissance qui est véritablement sans limite, eh bien, tout à coup, on va se retrouver confronté à des individus qui ne garderont aucun souvenir, aucune trace, aucune parole, aucune représentation, aucune image de ce qui a pu avoir lieu à l'occasion de cet épisode d'ivresse. Pas de trace. C'est pour ça que je trouvais intéressant de reprendre la définition de l'addiction et de signifier qu'effectivement,
dans le symbolique, dans l'ordre de la parole, du discours et du langage, rien ne reste, du moins rien ne semble rester. Je ne raconte pas l'anecdote de Leclerc et le deuxième temps, mais il s'avère qu'il reste quand même quelque chose de cette expérience-là, en tout cas, dans un premier temps, une énigme et un indicible par rapport à une jouissance. Deuxième temps, donc un silence. Deuxième anecdote que je trouve tout aussi caricaturale et assez exemplaire de ce que peut être l'isolement et la solitude dans la problématique alcoolique. Là, un cas clinique, je supprime beaucoup d'éléments, mais je donne que quelques éléments clés, qui s'est déroulé sur plusieurs années. Alors, c'est un homme qui a à peu près, il va avoir 70 ans, on va dire, qui est à la retraite depuis pas mal de temps, et qui va venir en consultation en alcoolologie parce qu'il a un problème d'alcool, mais il vient en consultation en alcoolologie. Il n'est pas réellement très enjoué à l'idée de venir là, bien au contraire. Il vient un peu plus, on va dire, contraint et forcé par sa compagne, contraint et forcé par son médecin traitant, qui sont vraiment inquiets de l'état dans lequel il peut se trouver. Donc, il vient en consultation, il fera une cure de sevrage, et très rapidement, après cette cure de sevrage, il estime qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, sa consommation, pour lui, ne paraît pas, du moins, c'est ce qu'il dit, problématique, et très rapidement, après ce sevrage-là, il ne viendra plus en consultation, estimant que il n'avait aucun intérêt à procéder à ce type de rencontre. Alors, deuxième temps, on va le rencontrer quand même quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, et là, c'est lui qui est en demande. Physiquement, il est dans un état de délabrement beaucoup plus avancé, c'est-à-dire que c'est un homme qui ne se lave plus, ne mange plus, vit véritablement replié sur lui, se dit déprimé, épuisé, malade. Et qu'est-ce qu'il aurait invité à venir? Eh bien, en fait, il explique que l'une de ses filles présente un problème d'alcool et qu'elle est venue le rencontrer pour lui demander de l'aide. Et là, il s'est dit, bon, c'est pas possible. Il faut montrer l'exemple. Donc, montrer l'exemple, c'est se faire soigner. Donc, il vient en consultation et il demande de l'aide pour pouvoir arrêter cette consommation. Mais très rapidement, à la fin de son séjour, à l'occasion d'une hospitalisation, très rapidement, il estime que, ma foi, le problème est réglé. Et pourquoi continuer à être suivi? Et quand je le reçois, il va m'expliquer, mais vous savez, ça y est, l'alcool, c'est du passé. C'est formidable. Alors là, je suis bien d'accord avec vous. L'alcool, c'est du passé. Parlons-en. Il est un peu surpris, parce qu'effectivement, il n'avait pas entendu tout à fait la chose comme ça, et pourtant. Alors, il va y avoir plusieurs temps. C'est un passé, il va commencer à en parler, mais assez récent quand même pour lui. Et bon, c'est vrai, quand il commence à s'interroger, que ce problème d'alcool, il est peut-être beaucoup plus ancien que ce qu'il a pu le dire, que son alcoolisation, certes, elle a été festive, oui, mais pas que. Il y a eu des moments difficiles et là, ça l'a quand même aidé. Et ça l'a aidé, un premier souvenir, ça l'a aidé parce que il évoque une situation familiale très difficile. Difficile parce que, alors qu'il était marié, alors qu'il était père, le beau-père, c'est-à-dire le mari de sa femme, avait pris vraiment une place prépondérante au sein de la famille et lui n'avait rien à dire. Il l'humiliait en permanence, il était l'objet de railleries, il était l'objet de moqueries, il n'avait aucune emprise sur sa fille, il n'était pas maître à bord. Et lui ne disait rien, il ne se sentait pas soutenu. Et par contre, la seule chose qui lui permettait de tenir, c'était cette possibilité d'oublier, de s'alcooliser, de faire la fête et de passer un cap, premier temps. Deuxième temps, il continue à réfléchir sur cette histoire de passé.
dans la durée. Deuxième temps, c'est vrai que se taire, c'est ancien. Ne pas parler, c'est aussi quelque chose qui remonte à très longtemps. Et il se rappelle d'un événement assez traumatique d'ailleurs qu'il a vécu alors qu'il était enfant. Il a du mal à dater, on va dire 6, 7 ans peut-être, mais c'est pas trop. Alors qu'il était enfant, il tombe gravement malade. Et quand il tombe gravement malade, c'est un véritable séisme au niveau de ses parents. Sa mère ne peut plus supporter le fait de se rendre à son chevet. Le père ne va pas lui rendre visite et la seule personne qui sera présente, ce sera une tante qui va l'accompagner à l'occasion de cette maladie. Et sa mère s'effondre. Et puis, il se trouve que il arrive à survivre à cet épisode-là. Donc, il se rappelle très bien que cet épisode, pour lui, ça correspond au moment où parler de sa maladie, ce n'était pas possible, c'était trop risqué pour l'autre, et du coup, il fallait toujours se montrer en forme, toujours être bien, et ne jamais évoquer ce qui pouvait faire souffrir. Troisième temps, sur lequel il va travailler et réfléchir, un autre épisode encore plus ancien, c'est bel et bien du passé, il évoque le décès de son frère aîné qu'il n'a pas connu, et la dépression de sa mère suite à ce décès-là, c'est-à-dire que la perte de cet enfant aurait été pour elle un véritable effondrement et elle n'aurait jamais pu s'en remettre. Alors, qu'est-ce qui est intéressant sur ces deux anecdotes, au-delà de ces situations cliniques? Plusieurs choses. Vous voyez, alors j'ai pris exprès deux situations qui peuvent paraître très opposées, mais en fait, je pense que l'histoire des Guélurons et l'histoire de cet homme, ça pourrait être une seule et même histoire. C'est-à-dire que ce sont certes des temps de vie très différents, avec des possibilités d'élaboration radicalement différentes. Il n'empêche que on a là, dans le deuxième temps qui est présenté, une possibilité d'aller bien au-delà de ce qui paraît être le silence et l'isolement dans lequel peuvent se situer ces patients alcooliques, et par les associations d'idées qui vont être présentées, on va pouvoir mettre à jour la présence de tout un ensemble, soit de fantasmes pathogènes, soit de traumatismes précoces qui peuvent avoir fait le lit à la problématique addictive. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien, ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est qu'on voit bien que là, on a, comme le dit très bien Joyce McDougall, dans le cadre des problématiques addictives, un lien sexuel qui est véritablement ressenti comme dangereux, c'est-à-dire un lien à l'autre instable, non sécurisant, qui ne permet pas au sujet de pouvoir se construire. Et on a un individu qui devient incapable de réagir, de faire face à la violence de l'autre, et du coup, un réel désintérêt de soi, une étonnante propension, on va dire, à tolérer des coups et à les recevoir. Et comme le dit très bien Sylvie Le Polichet, ça signifie que dans ces conduites-là, ce qui est réellement toxique, elle le dit, ce n'est pas le produit, mais ce qui va devenir réellement toxique, c'est l'autre. Donc, dans le cadre des problématiques addictives, il y a une réelle difficulté à pouvoir tenir une place, élaborer sa place, l'énoncer, et difficulté aussi à pouvoir énoncer ce qu'il en est de fantasmes pathogènes ou des situations traumatiques dans lesquelles l'individu peut se situer. Alors, juste deux mots, vous voyez que dans le cadre thérapeutique, on est véritablement confronté là à une réelle gageure. C'est-à-dire, si le lien est instable, si la parole n'est pas sûre ou si elle n'a pas accompagné la vie d'un individu, le dispositif thérapeutique classique en tant que tel, eh bien, il met de fait le thérapeute face à une réelle gageure, puisqu'il va convoquer chez cet individu ce qui par essence le met en difficulté, ce qui par essence constitue pour lui une réelle fragilité. Alors, ce
qu'on peut retenir au niveau psychopathologique, dans cette approche psychanalytique, c'est vraiment de considérer que dans les problématiques addictives, et là, dans les problématiques alcooliques, on est véritablement confronté à une fragilité narcissique qui est extrêmement précoce, fragilité narcissique qui aura une incidence sur la manière dont l'individu va pouvoir se positionner au niveau de ses liens à l'autre, trop près, trop loin, mais jamais à la bonne place, et sans arrêt des éléments extrêmement angoissants en ce qui concerne la question des liens qui peuvent être mis en place, et on comprend en quoi les agirs peuvent venir remédier à cette difficulté, à cette fragilité en termes de liens. Voilà. On peut venir aussi interroger dans ces problématiques la question de l'image que le sujet a pu lire dans le regard de l'autre, la sécurité qui a pu être la sienne, et en quoi cette image a pu ou pas être accompagnée par une parole, puisque je vous rappelle que le miroir, c'est un miroir parlant. Certes, il y a une image, mais il y a aussi des mots sur l'image qui permettent de favoriser une adéquation entre le corps, ce ressenti, et la façon de l'énoncer. Alors, à partir de ces constats cliniques et à partir de ces théorisations, je pense, comme je vous le disais, qu'il peut être intéressant, alors tant pis, ça ne marche pas, de voir en quoi, dans une deuxième partie, quand même, de voir en quoi, voilà, dans une deuxième partie, ces éléments-là constituent des points forts qui permettent de participer donc à des dispositifs de recherche. Alors je dirais peut-être deux mots. Quand même. Deux mots sur le dispositif de recherche. On est tous bavards. Alors, dispositif de recherche, c'est un protocole donc financé par la MILT. Le titre, c'est « Évaluation des valeurs interpersonnelles et maintien de l'abstinence au cours du temps au sein des mouvements d'entraide des personnes en difficulté avec l'alcool ». Alors, juste dire que ce protocole-là, il a vraiment pour finalité de travailler sur la question des liens aux autres et sur cette nécessité à laquelle vont être confrontés les sujets alcooliques à retisser des liens avec leurs semblables, s'inscrire dans le lien aux autres, et en quoi cette nécessité de retisser des liens avec le semblable peut avoir des conséquences sur leur inscription dans les liens sociaux. Alors, ce protocole de recherche, c'est un protocole de recherche qui a été entièrement construit à partir de 3 partenaires. D'une part, les partenaires associatifs, c'est-à-dire les mouvements d'entraide, sur l'ensemble du territoire national. D'autre part, l'INSERM, et au niveau de l'INSERM, principalement Bertrand Alpax, mais aussi Dominique Canel-Ganet, responsable de la mission des usagers, et puis une équipe universitaire. Alors, oui. Donc, l'hypothèse de ce travail, c'est vraiment de montrer en quoi l'adhésion à un mouvement d'entraide aux personnes en difficulté avec l'alcool, pourrait venir favoriser le dépassement du sentiment d'isolement et de solitude dans lesquels peuvent se trouver les patients alcooliques. Et on considère que le partage des valeurs interpersonnelles qui sont vraiment le socle partagé par l'ensemble des mouvements d'entraide contribuerait au dépassement de ce sentiment d'isolement et à cette solitude. Voilà. Donc, est-ce que je peux dire 2 mots sur le protocole ? Peut-être pas, alors 3 minutes. Non, mais voilà. De l'évaluation. Ah oui. Je crois que c'est. D'accord. Par où passera votre évaluation ? D'accord. Ça me semble tout à fait au cœur de nos questions. Parfait. Voilà. Alors bon, je fais le schéma de l'étude, rapidement. Le schéma de l'étude, il est le suivant. Donc, au niveau de ce protocole-là,
L'intérêt, c'est de proposer à l'ensemble des accompagnants. Donc, pour l'instant, comme l'étude est en cours, on n'a pas encore du tout de résultats ou d'analyse, hein, mais on propose donc aux accompagnants, c'est-à-dire des personnes qui appartiennent au mouvement d'entraîne, de sélectionner des sujets, personnes alcooliques, qui sont en demande d'arrêt d'alcool. Voilà. Ces personnes qui sont en demande d'arrêt d'alcool et qui viennent solliciter les associations pour les aider, compte tenu des difficultés auxquelles ils sont confrontés, peuvent rentrer dans ce protocole. Et au niveau de ce protocole, il y a un suivi longitudinal. Suivi longitudinal tout simplement à M3, M6, M9 et M12, parce que ce qu'on peut savoir au niveau de la prise en charge des patients alcooliques, c'est que la possibilité de s'inscrire dans la durée, que ce soit au niveau des institutions soignantes ou des mouvements d'entraîne, c'est une véritable gageure. S'inscrire dans le lien, c'est compliqué. Donc c'est important de pouvoir procéder à des rencontres qui soient les plus régulières possibles sur une année, de manière à avoir une idée de ce qui va se jouer tout au long de ces rencontres. Alors, l'évaluation, si on peut dire ça comme ça, elle va constituer en deux choses. Il y a tout d'abord un premier questionnaire qui porte sur la question de la consommation d'alcool, la question de la fréquentation de l'association et la question éventuelle des prises en charge qui peuvent être aussi associées à celle de la fréquentation des mouvements d'entraîne, en sachant que pour les personnes qui participent à ce protocole, la plupart d'entre elles ne rencontrent que des gens qui sont issus dans le milieu associatif. Donc on est vraiment dans des perspectives de rencontres avec des personnes très différentes de celles avec lesquelles on a l'habitude de travailler dans le champ clinique. Et d'autre part, il y a un questionnaire qui est administré, qui est le questionnaire de valeur interpersonnelle. C'est un questionnaire habituellement utilisé dans le cadre de la psychologie sociale, qui a pour finalité de voir comment un individu peut se positionner par rapport à un groupe et quelle est l'évolution de ce positionnement de l'individu dans ses rapports au groupe et dans ses rapports à l'autre. Donc, nous, l'intérêt, en administrant et ce questionnaire de suivi et ce questionnaire de valeur interpersonnelle, c'est simplement d'essayer de comprendre quelle est la place qui peut être laissée à l'autre à partir du moment où l'arrêt de la consommation va être engagé. Quelle est la place qui peuvent être laissées aux relations sociales à partir du moment où l'arrêt du toxique peut être engagé. Donc, on travaille là sur la question du lien à l'autre et la question du lien social. Donc, l'objectif de ce protocole, il est de procéder à cette double observation en ce qui concerne donc les patients alcooliques et plus spécifiquement la possibilité de mettre un petit peu d'autres en sortant de ce sentiment d'isolement, en sortant de l'isolement et en sortant de la solitude et du silence dans lesquels ils se trouvent tant que le toxique peut être convié. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Correspond.